le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Arabi. Pionnière de l'éducation bienveillante, Sophie est la fille de l'écrivain, agriculteur et fondateur du mouvement Colibri, Pierre Arabi. Maman de 4 enfants, elle gère depuis plus de 15 ans la Ferme des Enfants, une école alternative en Ardèche, au milieu d'un environnement naturel et ressourçant. Elle a basé cette école sur la pédagogie Montessori et ce qu'elle appelle aujourd'hui la pédagogie de la bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France. Tu sais pourquoi je suis là. Donc, on est en train de terminer notre documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous ? Déjà plus de 1500 interviews à travers le monde. Et comme je te le disais en off, je crois que tu es la dernière personne que je dois interviewer. Donc, je trouve ça chouette. Alors, merci à toi. Merci. Donc, c'est quoi le bonheur pour toi, Sophie ? Alors, c'est une très grande question. Moi, je relie le bonheur à tout ce qui m'invite dans la dimension du cœur, en fait. Oui, tout ce qui est de cette énergie du cœur, où le mental est peut-être un peu moins présent, mais où il se passe des choses au niveau relationnel, au niveau des événements qui vont solliciter une partie de moi qui est vraiment dans ces profondeurs-là, quoi. Et voilà, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir expérimenter pas mal autour de ça. Et je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, me rend heureuse. C'est quoi, c'est proche de la spiritualité ? Alors, est-ce que c'est de la spiritualité ? Moi, j'ai envie de dire c'est proche du vivant. Moi, un des axes qui m'a permis de me connecter vraiment au cœur, ça a été l'enfant, mes enfants, et puis l'enfant en général. Parce qu'il y a un endroit où l'enfant il est tellement dans l'attente d'amour inconditionnel que être compétent, être raisonnable, être sage, être sérieux, etc., c'est des notions qui pour moi sont plus fabriquées que être juste en lien avec le cœur, avec l'enfant, dans cet amour inconditionnel, donc une écoute totale, une disponibilité et une présence vraiment authentique. Et voilà, pour moi, l'enfance a vraiment été le pont qui m'a permis de toucher à ça. Quand tu dis l'enfance, c'est quand tu as mis en place en 99 l'école ou c'est bien en amont quand tu as eu des enfants ? Alors, moi, quand j'étais déjà une petite fille, j'avais énormément d'attirance pour les bébés, à tel point que dès qu'il y avait un bébé qui était autour de moi, j'étais aimantée, quoi. Je ne pouvais pas résister du tout à cette présence et j'avais l'impression complètement de me fondre dans cette relation où je pouvais regarder un bébé pendant 1 heure sans bouger et en étant juste fascinée par sa présence. Et puis après, en grandissant, j'ai un petit peu perdu les occasions de passer du temps ou de peut-être distinguer ce qui est en moi, parce que étant moi-même enfant à un moment donné, puis après grandissant, étant adolescente, jeune adulte, etc., ce lien à l'enfant, il est devenu peut-être plus confus à un moment pour ressurgir sous la forme d'une vocation. À la fois parce que j'ai une expérience professionnelle qui m'a menée là, notamment l'accueil d'enfants à la ferme au départ, et ensuite très vite, à 23 ans, parce que je suis devenue moi-même maman.
Et en devenant maman, eh bien, j'ai retrouvé complètement cette intensité de lien avec l'enfant, où pour moi, j'avais vraiment à cœur de donner une réponse adaptée aux besoins de l'enfant et d'être le plus dans une forme d'absolu, en fait, en termes de relation avec l'enfant, quoi. Ça va au-delà ça ressemble à un chemin de vie, en fait, ce que tu me dis, quoi. C'était comme si très clairement tu devais faire ça, quoi. Oui, mais m'occuper de l'enfant, c'est là encore un chemin et un moyen pour aussi revenir vers moi, parce que assez vite, je me suis rendu compte que si je voulais m'occuper des enfants avec une vraie disponibilité, avec une vraie écoute, avec une vraie compréhension, il fallait que j'aille en moi aussi chercher mon enfant intérieur. Et ça m'a amené vraiment, là encore, dans des profondeurs, dans quelque chose de très essentiel, qui est pour moi l'essentiel de la vie, qui est une espèce d'origine, de source, de reconnexion avec ce que je suis vraiment, et qui me permettrait à ce moment-là de me connecter aussi avec ce que l'autre est vraiment, et notamment l'enfant, parce que je travaille avec des enfants depuis 25 ans. Un petit moment. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, ils ont été un guide quelque part, peut-être pour toi? Absolument, Ouais. absolument, parce que dans ma famille, on se questionnait beaucoup sur l'humain, dans toutes ses dimensions, sur l'histoire humaine, sur le devenir des humains, sur qu'est-ce qui motive leurs actes, etc. Et je me suis donc beaucoup intéressée à la culture, à l'écologie, aux sciences humanistes, etc. Mais j'avais l'impression d'être toujours dans la sphère justement des croyances, des conditionnements, des acquis culturels, et que finalement une génération épouse un peu le bagage de conditionnement de la génération précédente, et qu'on se transmet ça avec ce qui crée une certaine forme de maladresse à l'égard de la vie. Et j'avais plutôt à cœur de retrouver qu'est-ce que ce serait un humain originel, et qui sommes-nous au fond vraiment, et comment est-ce qu'on pourrait se connecter à ça pour aussi aider à la transformation de nos sociétés. Et à travers l'enfant, ça m'a beaucoup apporté sur ce terrain-là, parce que l'enfant qui arrive comme ça au monde, il est encore peu imprégné de la culture dans laquelle il grandit au départ. Et j'ai eu beaucoup de joie à observer l'enfant, comment est-ce qu'il s'y prend pour être au monde, pour découvrir le monde, pour se mettre en relation, pour écouter ses besoins et pour y répondre. Et du coup, ça m'a donné de l'espoir. Ça t'a inspiré? Oui, carrément. Ça m'a inspiré, ça m'a donné de l'espoir, parce que à un moment donné, j'ai senti que les maladresses que les êtres humains commettent sur cette terre, et qui vont très loin, puisque aujourd'hui, on n'est encore pas capable de dire si les générations futures vont pouvoir survivre à tous les dégâts qu'on a causés. On n'est pas non plus en mesure de dire qu'on est capable d'éradiquer la violence, qui fait que le plus grand prédateur de l'humain, c'est l'humain. Donc tout ça, ce sont des vraies questions extrêmement menaçantes, quelque part. Et donc, mais en m'occupant d'enfants, j'ai nourri aussi la conviction que l'être humain est fondamentalement bienveillant, empathique, qu'il veut la paix, qu'il veut la protection, qu'il peut être dans le soin, mais que ce qui va le guider vers des actes destructeurs, c'est plutôt son histoire et tout ce qu'il va subir, notamment à travers la violence éducative ordinaire. La violence éducative? Oui. Qu'est-ce que tu entends par violence éducative? La violence éducative ordinaire, c'est toute cette somme de comportements soi-disant éducatifs que l'on va mettre en œuvre pour
soi-disant éduquer un enfant, c'est-à-dire l'accompagner pour qu'il devienne un être adapté, conforme un petit peu à ce qu'on attend de lui, qui a ses chances de réussir dans la vie, etc., etc. Le conditionnement? Donc oui, c'est en clair, en un seul mot, ça serait ça, ça serait le conditionnement. Sauf que plutôt que d'accompagner avec bienveillance, eh bien, dès le plus jeune âge, on va emmener l'enfant dans une certaine violence, c'est-à-dire quelque chose qui va aller à l'encontre de ses besoins fondamentaux. Et c'est très tôt que ça peut démarrer, puisque j'ai appris avec Frédéric Le Boyer notamment que même la naissance peut être une violence, même la vie fœtale parfois peut en être une. Il y a un homme que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Arthur Janov, qui a passé toute sa vie à étudier les séquelles, les conséquences laissées par cette période vie fœtale, naissance, petite enfance. Et il a beaucoup étudié de cas sur que deviennent les comportements d'un humain qui a souffert pendant cette vie précoce. Et ensuite, cette violence éducative ordinaire, elle va se manifester vraiment par cette relation de domination sur l'enfant, parce que nous, les adultes, se positionnent comme des maîtres à penser, maîtres à faire, maîtres à être. Donc, pour que l'enfant obéisse à cette logique-là, eh bien, on va utiliser toutes sortes de réprimandes, de punitions, de cris, d'obligations, de récompenses, etc. etc. Et donc que ce soit du côté des enseignants ou du côté des parents, finalement. Cette notion de dominance et d'être là pour dire « c'est moi, donc il faut m'écouter », ça va des deux côtés, quoi. Tout à fait. C'est une très vieille histoire. Donc, il y a certains historiens qui pensent qu'elle a 10 000 ans à peu près, cette histoire-là, parce que on estime que peut-être chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas cette dimension, que l'enfant était assez écouté dans ses besoins et dans une sorte de continuum naturel entre ses besoins et son environnement. Mais à partir du néolithique, de la sédentarisation et d'une sorte de stress et de pression qu'il y a eu autour de la propriété privée, des cultures, de réussir un élevage, une production, etc., l'enfant a été mis à contribution. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il a été mis à contribution. En plus, les naissances se sont rapprochées. Donc, il y a peut-être eu aussi de la violence éducative qui s'est immiscée dans des relations plus complexes, plus difficiles dans les familles, etc. etc. Donc, il y a une espèce de logique qui s'est installée depuis donc fort longtemps, puisque quand on étudie les textes les plus anciens, on va se rendre compte que même dans des textes datant de l'Antiquité, déjà, on préconise que l'enfant soit fouetté, frappé, malmené, s'il n'apprend pas correctement, par exemple. Donc, ah oui, quand même. Oui. Ah non. Ah oui, d'accord. Vraiment, il y a un universitaire qui a étudié beaucoup de textes, c'est Olivier Morel, et il a mis en évidence à quel point dans toute la littérature humaine, on va retrouver cette préconisation d'être dans une posture de domination de l'enfant, et l'enfant doit obéissance aux adultes qui sont là autour de lui. C'est impressionnant. Ce qui veut dire que c'est finalement quelque chose de naturel qu'on se transmet de génération en génération depuis 10 000 ans. Quoi. Absolument. D'accord. Et malgré le fait que ça a changé de forme, qu'il y a des pédagogies qui différentes peut-être qui sont nées, qu'il y a eu des penseurs et des chercheurs qui ont préconisé ceci ou cela, il y a ce principe de domination de l'enfant, il est quand même assez constant dans toutes les civilisations. Mmh. Donc peut-être ceux qui échappent à cette logique, c'est certains peuples premiers qui sont restés très dans ce continuum de la nature, mais tous les peuples civilisés ont cette défaillance, pour moi, d'être maltraitant à l'égard de l'espèce à travers l'enfant. Tu penses qu'il y avait une certaine partie de la population ou des penseurs ou des philosophes, j'imagine quand même, qui essayaient d'amener les enfants à réfléchir sur cette question du bonheur? Alors oui, vraisemblablement oui, même c'est une question assez ancienne, parce qu'à un moment donné, mon père il aimait beaucoup la philosophie, bon, il en lit moins maintenant, mais quand il était jeune, il lisait pas mal de philosophie, donc j'ai trouvé dans la bibliothèque familiale pas mal d'ouvrages de philosophie,
Et il m'a orientée sur Socrate, etc. Parce que c'est quand même un grand admirateur de Socrate. Et déjà, ces questions-là émergeaient chez les philosophes, même à l'Antiquité. Après, la manière d'y répondre, oui, moi j'ai lu, mais après je suis passée assez vite à autre chose parce que il y a tout ce questionnement intérieur que l'on peut faire vivre à un moment donné à l'intérieur de soi. Mais il y a la vie de tous les jours qui est là avec les enjeux concrets. Et j'arrivais pas à faire coller les deux, quoi. Donc pour moi, il a fallu vraiment être dans l'expérience. Oui, c'est clair, il faut vivre l'expérience. Et tu avais quel âge à l'époque quand tu étais dans ces lectures de Socrate? Alors ça, c'était mon adolescence. À partir de 14 ans, j'ai beaucoup lu. Il y a eu Socrate, il y a eu beaucoup Krishnamurti. Forcément. Donc qui parle aussi pas mal du bonheur. Parce que moi, je pense que réfléchir à cette question le plus tôt possible, donc dès notre enfance, j'ai le sentiment que ça nous donne un GPS dans notre vie. Et j'ai envie justement d'amener les enfants progressivement. Ce film, pour moi, il est très important parce que ça amène les gens à se questionner. Tu sais qu'il y a 1 personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi ». Et ça, pour moi, c'est un questionnement qui est énorme. C'est un conditionnement qui est tellement colossal que les gens n'ont pas le temps de prendre du temps pour eux et de réfléchir à qu'est-ce que le bonheur pour eux. Donc, si on amène les enfants le plus tôt possible à réfléchir à cette notion, à travers des ateliers de philo, par exemple, je pense qu'on leur donne un GPS dans leur vie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai le sentiment que l'enfant, il est prédisposé au bonheur. Il a une énorme prédisposition. Mais ce qui va altérer cette prédisposition, c'est pareil que pour les apprentissages, il est prédisposé aux apprentissages. Ce qui va altérer ces prédispositions-là, ça va être justement tout ce qu'on va lui coller sur le dos et qui ne lui appartient pas. Et qui fait que d'un coup, la vie devient pesante alors qu'elle aurait pu être finalement une expérience vécue avec une certaine légèreté. Eh bien non, parce qu'il y a une gravité dans nos sociétés qui fait qu'il faut être sérieux, il faut bien travailler, il faut donner du résultat, il faut faire des efforts, il faut être productif, il faut être quelqu'un, comme si on était personne. Il faut être quelqu'un. Il faut aussi donner satisfaction, donc nourrir le regard des autres. Il y a une somme de « il faut » qui est colossale et qui vient s'ajouter à ce dont l'enfant est témoin quand il est un petit enfant. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui voient autour d'eux des gens nager dans la joie et le bonheur. En tout cas, peut-être pas dans nos sociétés. Donc, moi, je sais que mes enfants, parfois, m'ont dit la vie des adultes, ça fait pas tellement envie, en fait. Donc, mon fils aîné, qui a 19 ans, m'a encore dit récemment, tu sais, maman, j'ai pas envie de participer à tout ce système-là. Et je sais pas comment faire. Mais j'ai pas envie de participer. Ça se comprend. On perd notre enfant intérieur. Plus les années passent, et plus on perd la magie qui s'opère en nous de manière naturelle. Et peut-être plus tôt qu'avant, peut-être pas, j'en sais rien. C'est une supposition, mais en tout cas, il y a une autre dimension qui est venue s'ajouter, c'est la surinformation. L'enfant aujourd'hui est très, très, très informé avec l'outil Internet. Et donc, il y a des informations, à mon avis, qui sont assez positives, même très positives, sur ses droits, sur ce qui peut se passer un peu partout dans le monde et sur lequel on peut avoir un regard critique, un regard aussi empathique. Et puis, il est aussi informé sur plein de choses qui peut-être appartiennent pas vraiment au monde de l'enfance. Moi, je vois que tout ce que ma fille reçoit sur Facebook, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'épiphénomène, du fait divers, parfois du sordide, de la colère des gens, beaucoup de colère qui s'exprime. Et je crains que ce soit une nourriture indigeste pour l'individu qui se construit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. On peut considérer que tu es une spécialiste de l'éducation?
Spécialiste, si c'est dans le sens d'Idriss Aberkane, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 heures de vol, je pense que j'y suis, ouais. D'accord. Vu le temps que j'ai consacré dans ma vie. On est d'accord, ouais. Ouais. Donc il existe des solutions. Donc il existe des solutions. Alors si c'est solutions dans le sens, je vais vous donner la recette, petit 1, petit 2, petit 3, non. Je ne crois pas qu'il existe. Bon, peut-être que en suivant un manuel, on va être un peu moins destructeur. Mais qu'il existe... enfin, plus j'ai justement d'expérience et de compétences, et plus j'ai l'impression que c'est un peu dans le dépouillement que les choses vont se montrer dans ce qu'elles ont de plus intéressant. Pour laisser vraiment émerger le vivant, quoi. C'est un peu comme si... on a un jardin et puis on a l'impression qu'il faut vraiment tout maîtriser, enlever les mauvaises herbes, tailler, que tout soit impeccable et que c'est comme ça qu'on est performant. Et puis qu'à un moment donné, on arrête de lutter contre les forces de vie pour juste se mettre avec elles et que le résultat va être encore plus extraordinaire parce qu'il ne vient pas de nous finalement, il vient de la vie elle-même qui se manifeste d'une manière brillante comme elle sait le faire, quoi. On devrait être beaucoup dans l'observation, autant au niveau de la nature qu'au niveau des enfants, finalement. Ah oui, absolument. Alors, oui, moi, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont envie de s'occuper de l'enfant d'une manière compétente, c'est déjà de ne rien faire et d'être avec l'enfant juste dans l'observation de ce qu'il est, de comment il bouge, de comment il résonne, de ce qu'il fait, de ce qui l'enthousiasme. Voilà, et de l'accompagner dans ses élans. Oui. Tu crois que c'est possible dans notre société d'aujourd'hui? J'entends certains parents qui vont écouter l'interview et qui vont se dire bah oui, mais bon, moi je rentre chez moi, il est 19h30, 20h, ma femme c'est pareil, j'arrive, moi, ce qui me facilite la tâche, et j'allume la télé et mon enfant il est tranquille, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux? Ben, déjà, ça me fait monter de l'empathie pour oui, cette maltraitance ordinaire finalement qu'on a généralisée aussi en adoptant des modes de vie qui sont pas très respectueux de nous-mêmes. Hier, je regardais une enquête justement parce que je suis en train de rechercher les indices d'une vie réussie, donc les indices de bonheur aussi on pourrait dire. Et il y a eu une enquête qui a été faite par l'IFOP et le magazine Pèlerin là-dessus pour interroger les Françaises sur c'est quoi les critères d'une vie réussie. Et alors, c'est surprenant ce qui sort parce que ce qui sort, c'est plutôt des choses comme avoir du temps pour soi et du temps pour réaliser ce qu'on veut vraiment réaliser. Avoir une famille heureuse, avoir des amis, avoir... alors, je ne sais plus exactement tous les points, mais c'est vrai que la réussite professionnelle et l'argent viennent au bout. Mais avant ça, il y a vraiment tout ce qui rendrait les gens le plus heureux, c'est vraiment d'être en connexion, en fait, avec soi et avec les autres. C'est ça qui vient en premier. L'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Tu penses que si on aurait posé la même question, on aurait fait la même étude un siècle en arrière, ça aurait été le même retour? Alors, c'est une bonne question parce que je me demande, évidemment, à partir de quel endroit de nous-mêmes on répond à cette question de c'est quoi une vie réussie. J'imagine, il y a un siècle, quand il y avait 90% de paysans, que peut-être pour eux, réussir sa vie, c'est d'avoir des bonnes récoltes, une belle saison, des voisins aidants, une famille solide. Je pense quand même que cette question du lien, elle est assez universelle, en dépit des âges et des régions. Il me semble. Hein. Ouais, c'est prouvé scientifiquement, ouais, parce que les gens accordent de l'importance aux scientifiques. Ouais. On a prouvé que l'être humain a besoin du lien. C'est-à-dire que si on le coupe de lien, il n'est pas bien, et ça peut aller jusqu'à le décès. Hein. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une des conditions sine qua non. Oui, c'est ça. Et qui colle complètement avec la théorie de l'attachement, qui explique à quel point nous naissons dans ce besoin de lien, et que c'est vraiment une propriété très forte de notre espèce, essentielle. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que tout part de l'éducation? Alors,
personnellement, dans mon cheminement, quand je me suis questionnée sur comment est-ce que je peux contribuer à un changement, parce qu'il y a des choses qui ne me satisfont pas et que j'ai de la peine pour l'humanité, j'ai mal à l'humanité en regardant son histoire et en voyant tous ces malentendus, alors qu'on est sur une planète qui est absolument extraordinaire, généreuse, parfaite. Donc comment ça se fait qu'on se rend si malheureux? Et bien, pour moi, il est évident que ma contribution, elle allait passer par l'éducation, parce que je ne vois pas comment on peut accompagner des sociétés à être dans une conscience différente, dans une culture différente, dans des comportements différents, si on ne remet pas en question tous ces apprentissages précoces qui vont nous façonner en quelque sorte, et puis faire que soit on est en bonne santé, on est nourri dans nos besoins, donc le cerveau a bien pu se développer aussi, le cerveau empathique, le cerveau celui qui nous guide dans nos relations, etc. Soit effectivement ce n'est pas le cas, et dans ce cas, eh bien, on va se retrouver dans une forme de pathologie individuelle et sociale qui fait qu'on a une forme d'incapacité au bonheur, justement. Complètement, ouais. Alors, si on est raccord là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu fais justement dans ce cadre éducatif, comment tu essaies d'accompagner au mieux justement ces enfants pour en faire des petits êtres lumineux qui sont déjà d'origine, mais peut-être les accompagner dans cet épanouissement personnel? Alors, je prétends pas y arriver à 100%, parce que c'est une mission très compliquée, mais le fil que je tire depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est que ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Et quand on parle de besoins, on parle dans le sens des éthologues ou des naturalistes qui vont nous rappeler que l'être humain est une espèce vivante parmi d'autres espèces vivantes. Et qu'à ce titre-là, il a une logique qui répond à l'intelligence de la nature, et que cette logique-là, à l'intérieur même de cette logique-là, il y a un certain nombre de besoins qui méritent d'être connus et d'être nourris pour que l'être humain aille le mieux possible. Donc c'est le fil que je tire depuis toutes ces années. Je me suis demandé, un petit bébé, moi je vais devenir maman. À l'époque, je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Alors j'entendais des choses, on me disait il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est bien d'aller à la maternité. On a beaucoup de chance d'avoir des maternités modernes parce que c'est la sécurité, etc., la médecine. Et puis finalement, je me suis rendu compte que si j'écoutais vraiment au fond, et c'est là que je reparle aussi de la dimension du cœur, parce que ma tête pouvait m'apporter certains raisonnements, mais j'avais besoin de mon cœur pour vérifier que c'était bien mon chemin. Et je me suis rendu compte que, par exemple, la maternité, c'était pas mon chemin. Donc, j'ai 4 enfants qui sont nés à la maison. Parce que j'ai raisonné avec des personnes comme Frédéric Leboyer, comme Michel Audin, comme toutes ces personnes qui ont fait ce gros travail de regarder comment l'être humain naît, comment il est accueilli, et comment on peut mettre vraiment de l'accueil et de la douceur dans cette naissance pour répondre aux besoins du nouveau-né et le mettre en sécurité, lui donner une empreinte qui soit positive sur le monde dès la naissance. Et après, en tirant ce fil-là, il y avait les besoins affectifs, les besoins de proximité, les besoins de sécurité. Comment je nourris un besoin de sécurité chez mon enfant? Alors, j'avais expérience africaine parce que mon papa a beaucoup travaillé en Afrique. J'ai voyagé en Afrique. Je voyais que toutes les sociétés africaines, partout, portent les bébés. Et quand la maman n'est pas là, c'est la grande sœur, c'est la grand-mère, c'est la voisine, c'est le grand frère, peu importe. Mais on porte le bébé. On vous le met d'office sur les genoux si vous êtes dans le bus. Et voilà, c'est normal, on ne demande pas, on met le bébé sur les genoux. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose, ça. D'autant plus que ces bébés-là sont très, très calmes. Puisqu'on faisait des réunions, il y avait 50 femmes, 30 bébés, on pouvait se parler. Du coup, ça m'a amené aussi sur ce besoin de proximité. Et voilà, je sentais que tout ça, c'était juste, ça résonnait juste pour moi. Et nourrir les besoins, ça a été vraiment mon chemin depuis l'origine. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Donc, ayant été nourrie aussi par la pensée de Krishnamurti, c'est une chose que j'ai retenue de Krishnamurti, c'est que
Le conditionnement n'est pas quelque chose qui peut épanouir vraiment l'humanité, dans le sens où il y a toujours des croyances et puis la contre-croyance, et puis ça crée de la séparation parce que du coup, on va se demander qui a raison et mettre peut-être du doute ou de la conviction ou du dogmatisme. Ça fait toute une tambouille comme ça qui finalement qui nous éloigne de la réalité. Donc pour moi, la cause de l'enfant, c'est une cause hyper sérieuse et j'ai pas envie de mettre sur le dos de l'enfant, de lui coller toutes mes croyances, ma culture, peut-être mes rébellions. Enfin, après, c'est difficile de savoir exactement quelle est l'origine de ce que l'on met en œuvre dans notre vie. Est-ce qu'on est en réaction ou est-ce qu'on est dans l'action? Est-ce qu'on est... C'est clair. Voilà. Quelles sont les lunettes qu'on a sur le nez à un moment donné? Ouais. Quels sont les filtres? Donc, humilité et j'essaye en fait, ce que nous essayons de faire à la ferme des enfants, c'est peut-être de mettre un minimum de croyances dans nos actions pour être au plus près de ce qui se passe dans le présent. Donc, ce qu'on va travailler en priorité, ça va être beaucoup l'écoute, l'observation, la communication non violente, l'empathie. Voilà, toutes ces dimensions-là qui vont permettre à la relation d'être la plus fluide possible. Tout ce qu'il y a de plus naturel en nous, finalement. Et finalement, voilà, ça rejoint complètement la nature humaine, puisqu'on est vraiment prédisposé à cette empathie depuis enfin, c'est dans notre ADN, nature, dans notre ADN, on peut dire ça comme ça. Oui. Puis la preuve que ça marche, depuis 99, c'est ça, hein? Oui, depuis 99, on tire ce fil-là. Ça fait combien d'enfants? Donc, au tout début, à l'école, il y avait une quinzaine d'élèves. Et puis, aujourd'hui, ils sont un peu moins de 90. Ce qui veut dire qu'à la louche, tu as accompagné peut-être plus de 1000 enfants? Oh là oui, j'ai jamais compté, mais c'est vrai que c'est possible que ce soit de cet ordre-là, peut-être un peu moins. C'est parce qu'il y a des enfants aussi qui sont restés pendant des années avec nous. Ah oui, d'accord. Ils ne veulent plus partir après. Et oui, pour certains, il y en a plusieurs qui ont fait toute leur scolarité à la ferme des enfants. Génial. Okay. Ouais. Jusqu'à 20, 25 ans? Alors là, l'aîné de ceux qui ont commencé à faire des enfants, ils ont 17-18 ans, là, les aînés. D'accord. Donc j'imagine qu'évidemment, tu es encadré de différents enseignants. C'est une équipe de combien de personnes? On est une quinzaine de personnes. Ouais. C'est des ex-éducation nationale qui sont venus avec toi, ou c'est des personnes qui ils se sont formés et puis se sont dit, moi, de toute façon, je veux tout de suite faire de l'alternatif parce que l'éducation traditionnelle ne me convient pas? Alors nous, à la ferme des enfants, on a tous les profils. Il y a vraiment ceux qui, effectivement, les repentis de l'éducation nationale, qui ont envie d'essayer autre chose et qui ont une expérience du coup intéressante parce qu'ils ont pu constater que le cadre de travail qui leur a été offert avant les mettait en difficulté quelque part. Donc voilà, il y a cette ouverture vers un accompagnement alternatif. Et puis, il y a toutes sortes de profils. Il y a des personnes qui viennent de l'artisanat, d'autres qui viennent de l'art, de la communication. D'accord. Voilà, c'est riche. Oui, c'est une biodiversité nécessaire, j'ai envie de dire, parce que comme ça, les enfants peuvent s'intéresser à divers parcours, à diverses formes d'approche dans la vie. C'est ce qui est intéressant. C'est marrant parce que quand je t'écoute, de manière intuitive, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mimétisme de la nature. Même dans c'est ça, hein. Même dans la création de l'école, quoi, au final, de ce que tu mets en place, quoi. Mais ça vient de ton papa. Alors oui, mon père nous a énormément éveillés au miracle de la nature. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très sensible à ça. Et l'autre chose qui m'a permis d'être proche de la nature, c'est d'avoir vécu dans la nature depuis que je suis née. Puisque je suis née, mes parents avaient déjà fait le retour à la terre et on a grandi dans une ferme isolée avec autour 600 hectares de bois, une rivière, une falaise qui descend sur la rivière de et on a passé notre enfance à descendre à la rivière pour se baigner l'été, à courir les bois en toute saison, à visiter les grottes, à rencontrer des animaux sauvages. C'est génial. Et
voilà. Dès qu'on n'était pas à l'école, on était à la ferme et beaucoup dehors. Beaucoup dehors. Ouais, donc je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais de manière intuitive, j'ai l'impression que dans ce que tu as mis en place, il y a une espèce de mimétisme de la nature dans cette notion d'observation. Tu parles de biodiversité. Voilà, c'est peut-être que je me trompe. Mais complètement. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est aussi tout notre propos quand je parlais d'aller chercher les besoins chez l'humain. C'est bien sûr complètement en phase avec la nature et son intelligence, si on peut appeler ça comme ça. Peut-être qu'intelligence, c'est un mot réducteur, mais en tout cas, ce monde fascinant de la nature, avec sa logique et sa beauté, pouvons-nous avoir le même regard sur nous-mêmes, en fait, et en premier lieu sur les enfants, en cessant de vouloir les éduquer. C'est clair. Et alors, comment on fait pour les adultes? Et oui, c'est un gros travail pour moi. Hein, je peux témoigner que pour moi, ça a été un gros travail de déconditionnement, d'aller chercher pas à pas les souffrances, l'enfant intérieur. Rencontrer l'enfant intérieur pour que finalement il raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il a mis de côté, à quoi il a renoncé, où est-ce qu'il est enfermé, de quoi il aurait eu besoin. Alors retrouver tout ça, parce que souvent, il y a toute une partie de notre enfance dont on ne se rappelle plus. On dit souvent les années qui précèdent les 6 ans, les 6 premières années de la vie, souvent il y a peu de mémoire disponible. Et puis ensuite, on a déjà quelque part adhéré à un certain conditionnement, à la culture familiale, etc. Donc on n'est pas libre non plus complètement, même quand on a un enfant. Donc aller réinterroger cet enfant intérieur dans toutes ses dimensions et sa vérité, pour retrouver notre vérité. Ça me paraît très important. Il paraît que c'est le chemin d'une vie. Oui, je pense aussi, ouais. Puis quand on enlève une couche, il y en a une autre qui apparaît, peut-être encore plus épaisse. Pour moi, du coup, il y a un questionnement. En tout cas, c'est une question que je me pose depuis de nombreuses années. Moi, je n'ai pas d'enfant, par choix, justement, parce que je trouve que c'est réellement responsable de se poser la question de faire des enfants. Et j'ai vraiment le sentiment qu'une majorité font des enfants de manière sociétale, justement, par le conditionnement, parce que c'est normal de faire des enfants. Bon, il y a un rythme aussi biologique, mais c'est quelque chose qui revient aussi. Et puis après, il y a toutes ces fausses raisons qui sont juste abjectes pour moi, parce que c'est une réussite, c'est ma réussite, parce que parfois dans les couples aussi, ils s'ennuient au bout d'un moment, puis ça ramène un peu de nouveauté et de fraîcheur dans le couple. Et pour moi, c'est tellement important de réfléchir avant, tu vois, cette notion de développement personnel. Pour beaucoup, ça arrive à partir de 50 ans, parce qu'ils en ont marre de leur activité professionnelle, ils se sont occupés de leurs enfants, et maintenant ils veulent s'occuper d'eux. Et donc je me dis, mais il faudrait quand même faire prendre conscience peut-être aux gens qu'il faut réfléchir. Est-ce que toi déjà tu es OK? Est-ce que tu es bien avec toi? Est-ce que tu es bien dans ton propre épanouissement avant de vouloir faire des enfants? Moi, je trouve que c'est très sage de s'évaluer en tant que parent potentiel avant de mettre des enfants au monde. Moi, j'ai pas du tout été capable de faire ça parce que j'étais complètement emportée par le vivant, en fait, hein, d'avoir un enfant parce que c'est dans une sorte de flot où j'ai pas du tout eu le recul que tu décris là. Et en même temps, accueillir un enfant à ses côtés, c'est aussi, pour moi, accueillir quelque part, oui, la vie. Accueillir la vie avec tous ses enseignements et moi, ça m'a vraiment permis de me connecter à ce flot de vie qui passe comme ça d'une génération à l'autre et qui nous emmène avec des fois nos chaos, nos maladresses, nos incapacités. Mais je fais confiance au fond à ce qui peut être résilient à la fois chez moi et chez l'enfant, chez l'autre. Parce que finalement, est-ce que la vie, c'est pas ça aussi? C'est pas c'est pas l'autoroute, quoi. C'est voilà, on part en chemin et puis des fois il y a des obstacles, il y a des trous, il y a des flaques, il y a des branches qu'il faut pas se prendre dans les yeux, etc. Donc on fait ce chemin main dans la main avec l'enfant
Voilà. Moi, je pars du principe que si l'enfant arrive, c'est qu'il avait aussi envie de naître. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des écoles pour les parents et des écoles pour les enseignants? Alors, assurément, donc nous, à Mot Début, on fait pas mal de formations pour les parents, pour les enseignants. Donc, il y a un accompagnement qui peut se faire dans ce domaine-là aussi. Et ça me semble vraiment nécessaire. Et à chaque fois, j'ai vraiment chaud au cœur de voir que justement, il y a des jeunes adultes qui viennent avant d'avoir des enfants pour se renseigner, et qui sont conscients de leur handicap, en quelque sorte, que nous avons tous, en tant qu'une société malade, j'ai envie de dire, pour le dire clairement, qui font la démarche de s'interroger sur leur propre comportement, sur leur état d'être, avant d'accueillir un enfant. Ah, c'est rassurant d'entendre ça. Oui, et ça fait vraiment plaisir. Génial. La dernière fois, dans mon stage, j'avais un jeune homme de 20 ans. Je lui ai dit, wow, c'est chouette que tu sois là. Tu as le sentiment qu'ils sont de plus en plus nombreux? Oui. Oui, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent se questionner sur comment on accompagne un enfant, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience aussi de leurs propres blessures, et qui n'ont pas envie de reproduire. Oui, ce qui est un peu logique. Il n'y a pas un mode d'emploi. C'est ça. Ouais, ça serait trop simple. Mais si j'étais ministre, je trouverais ça utile qu'il y ait pendant une année, par exemple, pour les citoyens, les jeunes citoyens, une interrogation et un travail sur soi, justement, qui pourrait nous préparer à être parents. Je pense qu'on ferait beaucoup d'économies, finalement. Tu prêches un convaincu. C'est une très bonne transition, parce que je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on en parlait avant l'interview, pour améliorer justement ce système éducatif qu'on appelle traditionnel ou national. Est-ce que tu as des idées? Ce que je constate pour l'instant, c'est que ça vient beaucoup de démarches individuelles, donc de personnes qui prennent conscience qu'il faut faire autrement avec les enfants, qu'il y a de la violence éducative ordinaire, que l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui participe à cette violence malgré elle, parce que je sais que dans les nouveaux programmes, il y a 7 ou 8 fois le mot bienveillance, donc je vois bien que c'est un mot qui résonne pour beaucoup de gens, même pour ceux qui écrivent ce type de texte. Mais de là à le mettre en œuvre, il y a une difficulté encore avec ça. Donc, qu'est-ce qui va faire basculer les choses? Je ne suis pas sûre que ça vienne d'une institution, le changement. Pour l'instant, en tout cas, je constate que ça vient plutôt des individus et que c'est eux qui vont être amenés à transformer les choses depuis la base. On est bien d'accord. Est-ce que ça s'est pas toujours produit de cette façon? Finalement, j'ai l'impression que si, c'est-à-dire que les vrais experts, ce sont les personnes du quotidien, des personnes du terrain. Donc on appelle ça maintenant des experts d'usage. Mais c'est exactement ça. Donc c'est les élèves eux-mêmes, c'est les enfants, c'est les enseignants, les éducateurs, les parents qui sont face au quotidien à des questions, à des problématiques. Et du coup, c'est assez logique que ce soit ces personnes-là qui, à un moment donné, se mettent en route en disant voilà, je ne peux plus fonctionner avec ça et j'ai envie de trouver d'autres réponses. Et puis, tous ceux qui passent à l'action et qui mettent en pratique des milliers d'initiatives partout en France et dans le monde, d'acteurs du quotidien, mais qui se sont dit, OK, donc moi j'ai compris, mais je vais peut-être pouvoir aider aussi mes confrères et semer des graines autour de moi. Exactement, moi c'est exactement comme ça que je me suis formée. C'est-à-dire, oui, j'avais une intuition à l'intérieur de moi, une envie, un besoin, mais je ne savais pas comment la mettre en œuvre. Et puis j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi, j'ai commencé à lire, j'ai découvert des lectures passionnantes comme celle d'Alice Miller, par exemple, Maria Montessori, etc. Et on est toute une communauté, et on est la communauté humaine, et heureusement, on peut se nourrir les uns des autres de ce que chacun a découvert ou redécouvert ou transmet là où il est. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Exactement, ouais. Tu penses qu'on pourrait donner un conseil aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de passer à l'action, mais qui se sentent un peu pieds et poings liés, ils ne savent pas trop comment commencer? Moi, j'ai le sentiment que là où on est, on peut commencer. Et parce que le commencement, pour moi, il est à l'intérieur. Donc déjà, changer de posture intérieurement
eh bien, c'est déjà le commencement de quelque chose. Et même si dans les faits, ça ne se matérialise pas encore vraiment, qu'on est peut-être dans une profession qui ne satisfait pas, ou peut-être dans des conditions, des modes de vie qui ne répondent pas complètement aux besoins. Déjà, rien qu'intérieurement, en nourrissant vraiment ce désir de faire autrement, il y a déjà moyen de se mettre à l'œuvre et de se sentir de la satisfaction avec ça. Ou peut-être tout simplement venir à la ferme des enfants pour être inspiré. Ah ben, nous, on accueille dans la limite de nos petits moyens, parce que c'est une petite structure, mais il y a effectivement plusieurs portes qui font qu'on peut accueillir du public, des gens en formation, des stagiaires, etc. Tu as eu des feedbacks derrière de personnes qui ont créé des structures ou, ouais. Ah oui, absolument, ouais, oui. okay. On a un certain nombre d'anciens stagiaires de formation qui ont monté des écoles, des lieux divers et variés. Super. T'aimes bien les citations? Est-ce que j'aime bien les citations? En fait, souvent, c'est comme les blagues, je ne les retiens pas. Okay. Je vais te demander, est-ce qu'il y a une citation que tu préfères parmi toutes ces citations qui existent? Moi, je les trouve très inspirantes, les citations. Je trouve que c'est quelque chose qui est important dans notre vie. Et j'ai plein de citations chez moi parce que je trouve que c'est inspirant, c'est de les voir au quotidien. Et il y en a une de Gandhi que j'aime beaucoup, qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », parce que pour moi, ça résume tout. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu assez longtemps « Voir ce qui est » de Krishnamurti, qui m'a accompagnée. Et j'aimais bien aussi la phrase de Jung qui dit tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et il a ajouté seul l'amour guérit vraiment. Merci Sophie. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»